RTI 1, nouvelle édition. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 17 mai. Une rencontre interministérielle pour faire face aux catastrophes pendant la saison des pluies. Ce sont 13 maires du district d'Abidjan qui ont été mis en mission pour identifier les zones à risque. La littérature fait partie du menu de ce 13h avec l'ouverture du Salon international du livre d'Abidjan. Les États-Unis invités d'honneur. Le livre, vecteur des identités culturelles, c'est le thème de cette 10e édition. Et puis, hors de nos frontières, les Burundais votent ce jeudi pour modifier la Constitution qui doit permettre au président de se représenter jusqu'en 2034. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent un climat de peur dans le pays. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous sommes en saison des pluies. Il a plu ce matin et en ce moment même, il continue de tomber toujours des gouttes. Pour limiter les effets de pluie, le gouvernement a annoncé hier un plan de 530 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un projet d'assainissement sur la période 2018-2033. La synthèse du Conseil des ministres d'hier avec Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 16 mai, présidé par le chef de l'État, a fait le point sur les dégâts consécutifs aux pluies diluviennes des 10 et 11 mai 2018. Le bilan des inondations provoquées par ces précipitations, de morts et d'importants dégâts matériels. Pour faire face au risque de catastrophe, puisque nous ne sommes qu'au début de la saison des pluies, le Conseil a arrêté un certain nombre de mesures, et principalement des mesures qui renforcent celles qui existent déjà. Il s'agit notamment de l'intensification de la sensibilisation. Il s'agit également de la mise en place progressive d'une police de l'environnement et d'une police de la construction et de l'urbanisme, chargée donc de faire respecter les règles dans ces domaines, de l'implication des collectivités dans les activités de curage des ouvrages, du relogement temporaire des ménages déguerpis ou déplacés, de l'alimentation des fonds d'assistance aux sinistrés et du renforcement du fonds d'urgence épidémie du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour réduire les désagréments liés aux intempéries, le Conseil a décidé de la mise en œuvre d'un plan d'envergure. Le schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan. La mise en œuvre du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan permettra d'améliorer le fonctionnement global des réseaux et de limiter significativement les dysfonctionnements en période de pluie intense. Le coût global de la mise en œuvre de ce programme est évalué à 530 milliards de francs CFA. Cela va concerner la période allant de 2018 à 2033. Ce plan va comprendre la réhabilitation d'installations existantes. Et il s'agit en particulier des travaux concernant 157 km de réseaux enterrés aujourd'hui dans la ville d'Abidjan, la remise en état de 4 stations de pompage. Et il y a bien entendu des travaux neufs. Pour les travaux neufs, il faut compter plus de 600 km de réseaux enterrés, 33 stations de pompage, 7 stations de dépotage de boues de vidange, 4 stations d'épuration. Le gouvernement, qui entend par ailleurs préserver le patrimoine routier de la Côte d'Ivoire, a adopté un projet de décret portant réaménagement de la gestion de l'entretien routier. Il s'agit d'un dispositif d'entretien préventif du patrimoine routier national dont la mise en œuvre est confiée à la Direction générale des infrastructures routières, la DGIR. La DGIR, dont relève la régie, sera chargée d'intervenir sur le réseau routier à travers les agents des directions territoriales et régionales des infrastructures économiques pour prévenir les dégradations grâce à une déconcentration effective des responsabilités et des moyens. Cette mesure permettra, plus concrètement, d'inspecter le réseau routier, de surveiller en permanence ce réseau, d'enquêter, de mieux apprécier le trafic supporté par ce réseau, de recueillir des données plus fiables. Pour une meilleure gouvernance, l'Agence judiciaire du Trésor et le comité de coordination des actions liées au mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies viennent compléter le dispositif de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite en Côte d'Ivoire.
Pour lutter donc contre les inondations, un plan de 530 milliards de francs CFA validé hier par le gouvernement. Au même moment, les maires du district d'Abidjan sont mis en mission. Le comité interministériel mis en place pour faire face aux désastres pendant la saison des pluies a rencontré l'ensemble des maires d'Abidjan pour identifier les zones à risque afin de déguerpir les populations, nous dit Abou Sanogo. Le gouvernement engagé à faire face aux catastrophes nées des pluies diluviennes. Une séance de travail au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité entre le comité interministériel, les structures opérationnelles impliquées dans la gestion des catastrophes, de la protection civile et des sinistres, élargie aux maires de communes du district d'Abidjan. Le sens de cette rencontre demandait l'engagement des maires devant les situations de catastrophes. Plusieurs mesures sont annoncées par le gouvernement pour épargner des vies humaines et limiter les dégâts. Dans chaque commune aujourd'hui, au moins une formation sanitaire est prévue pour pouvoir accueillir, n'est-ce pas, en cas de besoin, et toute personne étant, n'est-ce pas, dans une situation de détresse de par les questions de catastrophes liées à cette saison des pluies. Le ministère de la promotion des jeunes également va, en relation avec les services socio-culturels des différentes mairies, désigner des points focaux dans chacune des communes. Ces points focaux vont coordonner les activités des bénévoles. Il est demandé aux maires, dans chacune de leurs communes, à titre préventif, de déjà identifier des bâtiments qui pourraient éventuellement recevoir, n'est-ce pas, des personnes en détresse. Au niveau du district d'Abidjan, cela se fera en 2 étapes. Les services techniques des communes vont être mobilisés selon un schéma d'accompagnement que les maires et nous-mêmes allons préciser. Parce que pour anticiper sur ce genre de questions, il est important que dans tous les domaines de l'activité de la vie d'Abidjan, nous ayons une participation profonde. Anne Oulouto appelle au civisme et annonce des opérations grand ménage. Nous allons organiser des opérations spéciales pour que chacun, dans son environnement immédiat, s'assure que son caniveau n'est pas bouché. Pour que chacun collecte les pneus qu'on retrouve dans les caniveaux. Les maires d'Abidjan s'engagent eux aussi à jouer pleinement leur partition. Le gouvernement a annoncé la mise en place progressive d'une police de l'environnement et d'une police de la construction et de l'urbanisme dans le cadre des mesures arrêtées pour faire face aux catastrophes liées aux pluies diluviennes. On va s'intéresser maintenant à la transformation du cacao. La société SACO va augmenter sa capacité de 40 000 tonnes. C'est le Premier ministre qui a procédé hier à la pose de la première pierre des travaux d'extension de la filiale ivoirienne de ce groupe suisse. Les détails avec Jean-Louis Gbangbo. La société africaine de cacao, SACO, filiale ivoirienne du groupe Barry Callebaut, entend contribuer à une meilleure transformation du cacao en Côte d'Ivoire. La pose de la première pierre de cette nouvelle unité de transformation sonne comme une réponse à l'appel du gouvernement ivoirien. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la convention que la SACO a signée avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers laquelle on s'est engagé sur 5 ans à investir pour augmenter très significativement nos capacités de transformation dans le pays, aussi bien ici en zone 4 qu'à San Pedro. Améliorer la compétitivité et garantir le développement du secteur de la transformation du cacao, c'est l'objectif du gouvernement qui a mis en place un ensemble de mesures pour encourager l'investissement dans le secteur. Les mesures prises pour accélérer la transformation portent notamment sur la garantie d'approvisionnement en matières premières à des prix accessibles, sur des soutiens financiers et différents mécanismes d'accompagnement technique. Le gouvernement a notamment accordé aux transformateurs les abattements sur le droit unique de sortie à acquitter en fonction du degré de transformation des fèves. Le gouvernement entend poursuivre ces réformes en vue de faciliter des partenariats stratégiques entre les groupes de transformation installés en Côte d'Ivoire et ceux de la distribution des pays grands consommateurs de chocolat au monde. Avec ce nouvel investissement, le groupe Barry Callebaut apporte la preuve que la Côte d'Ivoire offre d'excellentes conditions pour la transformation locale du cacao, démontrant ainsi que de grands groupes peuvent investir dans l'industrie du cacao en Côte d'Ivoire.
La quantité de fèves transformées en Côte d'Ivoire est estimée actuellement à 577 000 tonnes. L'extension du site de la zone 4 qui a nécessité un investissement de 30 milliards de francs CFA permettra à la SACO de doubler sa capacité de transformation depuis 2019. Elle générera une cinquantaine d'emplois directs permanents. Ce soir à 20h, comme tous les jeudis, vous aurez droit à votre dossier politique. Mais avant, la CEI vous informe que dans le cadre du lancement de l'opération de la révision de la liste électorale, la Commission électorale indépendante invite, mesdames et messieurs, les responsables des partis politiques à prendre part à la réunion qu'elle organise à son siège aux 2 plateaux, boulevard Latry, résidence Angois, route du Zoo, le mardi 22 mai à 10h. Chaque parti politique devra être représenté par un délégué mandaté. À Sikasso, zoom sur la zone économique spéciale immortalisée, Thiéba et Babemba. Notre reporter Adama Kone était dans la zone, son compte rendu. C'est au son du balafon que les régions frontalières du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ont décidé d'unir leur destin économique à travers le projet Sikobo, Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso. Autrement dit, au commencement était la culture. Il faut dire que ces 3 régions qui sont citées et qui appartiennent à ces 3 pays intègrent un espace culturel, un espace cultuel qui est le peuple sénoufo. Ce peuple sénoufo a un art intégrateur qui est le balafon. Avec l'UNESCO, nous avons pu, le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire, faire inscrire le balafon au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et en conséquence de quoi, nous sommes tenus d'organiser chacun chez soi un festival. S'appuyer sur la culture pour développer le tourisme. Dans cette démarche, la capitale du Kénédougou, Sikasso, veut faire de son histoire une valeur ajoutée. Le témoignage de cette histoire, les stèles de Thiéba Traoré et Babemba Traoré dévoilées à la faveur du lancement du projet de la zone économique spéciale. Le père de Thiéba et de Babemba ont fait un grand détour depuis la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina pour s'installer à Sikasso. Et après la mort de leur père qui est Daoula Traoré, il y a Thiéba qui a pris le trône. Et Thiéba a fait 27 ans au trône. Et après la mort de Thiéba, c'est son frère Babemba qui a pris le trône, malheureusement qui n'a fait que 5 ans. Donc tous ces 2 rois ont vraiment montré leur résistance au colonialisme. Et aujourd'hui, ces 2 figures vont permettre à tous ceux qui n'ont pas vu Babemba et Thiéba de savoir qui était Babemba et Thiéba. Le triangle du balafon Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso s'engage ainsi dans la valorisation des sites culturels et historiques pour en faire des curiosités touristiques. Deuxième titre de ce journal, l'ouverture du Salon international du livre d'Abidjan. Les États-Unis, invités d'honneur. Le livre, vecteur des identités culturelles, c'est le thème de cette 10e édition. Le reportage de Sephora Zegui est commenté par Franck Kouadio. Serge Abilé, Grand Prix national de littérature pour son œuvre sur les bonis, sous les projecteurs au Salon international du livre d'Abidjan, SILA 2018, au Palais de la Culture, le livre vecteur des identités culturelles, c'est le thème du SILA 10e édition. Je suis très heureux de ce prix. Je voulais d'abord remercier les membres du jury pour penser à moi, ceux qui ont voté pour moi et ceux qui n'ont pas voté pour moi. Remercier aussi mes lecteurs, puisque c'est grâce à leur travail et à leur acharnement donc à lire mes livres, justement, que les choses ont pu être possibles. Selon Maurice Kwaku Bandama, le thème de cette année témoigne de la volonté des organisateurs de faire du salon un outil de solidarité et d'ouverture entre les peuples. Le monde spirituel entre dans la prière. Le livre est aussi prière. Je voudrais donc prier pour que le livre puisse nous aider à construire une nation et une société de fraternité, une société d'amour, et que notre pays se construit sur les valeurs de la fraternité, de l'amour, de la liberté. Ange Ndatpri, commissaire général du SILA, invite le grand public à visiter le salon qui veut atteindre les 100 000 visiteurs cette année contre 70 000 en 2017.
Pays invité d'honneur, les États-Unis ont présenté un écrivain pour enfants objectif faire découvrir la richesse de la littérature infantile du pays de l'oncle Sam aux lecteurs ivoiriens. Cette année, c'est la 5e fois que nous sommes présents au SILA. Pour cette 10e édition, nous avons invité M. Donald Grant, auteur et illustrateur américain de 5 ouvrages pour enfants qui ont eu du succès. Nous avons pensé qu'il était important d'avoir un auteur de livres pour enfants, car c'est en tant qu'enfant que nous cultivons l'amour pour les livres. Lire en tant qu'enfant ne fait pas que construire nos connaissances sur le monde. Cela ouvre nos esprits et encourage la créativité, qui sont des éléments essentiels au succès dans le monde d'aujourd'hui. Charles Anokan, auteur de plusieurs œuvres, a été honoré pour l'ensemble de sa carrière, débutée il y a plus de 52 ans à cette 10e édition du SILA. Parmi les 7 prix décernés, celui de Jeanne de Cavalli, revenu cette année à Serge Gras, le Pépé Danga de Cocody, le Collège moderne de Bingéville et une maison d'édition ont également reçu des prix. Le Salon international du livre d'Abidjan se tient du 16 au 20 mai au Palais de la Culture d'Abidjan. Fin de la première session du comité ivoiro-ghanéen. Là, on s'intéresse au pétrole. Information essentielle, la mise en application de la décision du tribunal international du droit de la mer concernant le litige maritime qui opposait le Ghana à la Côte d'Ivoire depuis 4 ans sur fond d'enjeux pétroliers. La suite avec Salimatou Dia et Herman Guivé. Fin de la première session du comité ivoiro-ghanéen sur la mise en application de la décision du tribunal international du droit de la mer relatif à la frontière maritime entre les deux pays. La partie ivoirienne, avec à sa tête le médiateur de la République Adama Toungara, et la partie ghanéenne, conduite par le ministre d'État Yao Assafa Marfo, ont décidé de collaborer pour le bien commun des deux pays en tenant compte des liens particuliers qui les unissent. Le Ghana a informé la Côte d'Ivoire de son intention de déposer officiellement les coordonnées des points décidés par la Chambre spéciale du TIDM, ainsi que les cartes correspondantes auprès de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes internationaux compétents en temps voulu. Le Ghana prend acte des copies physiques et électroniques des 2 cartes à elle remises par la Côte d'Ivoire comportant le tracé des points issus de la décision du TIDM. Le Ghana prend également acte du projet d'accord cadre de coopération en matière de frontières maritimes, d'hydrocarbures et autres ressources entre les deux pays à elle remis par la Côte d'Ivoire en vue de la mise en œuvre de la décision du TIDM à court et à long terme. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont également convenu de poursuivre les réunions afin de coopérer davantage dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique conclu entre les deux chefs d'État le 17 octobre dernier. Les parties ont convenu de ce qui suit. Poursuivre la collaboration dans la mise en œuvre de la décision du TIDM, poursuivre d'autres engagements dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique ASP conclu entre la Côte d'Ivoire et le Ghana le 17 octobre 2017. Une rencontre devrait se tenir à Accra dans les mois à venir entre les deux pays. On parle santé à présent avec les journées tuniso-ivoiriennes de la santé au plateau, journée organisée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, journée de partage d'expériences entre les différents acteurs de la santé de la Côte d'Ivoire et de la Tunisie. Commentaire Konaté Moussa. En matière de santé, l'expérience tunisienne fait cas d'école en Afrique. Rendre profitable cette expérience et créer un partenariat gagnant-gagnant avec la médecine ivoirienne, c'est tout l'enjeu des journées tuniso-ivoiriennes, encore appelées Saïdalia. Pendant 2 jours, les acteurs de la santé ont échangé sur les opportunités que peuvent partager les deux pays. Selon Riyad Azaïez, le président du Conseil d'affaires tuniso-ivoirienne, le plateau technique existant en Tunisie à travers les établissements sanitaires privés offre la possibilité aux cliniques ivoiriennes ainsi qu'aux médecins d'envoyer tous les cas qu'ils ne peuvent pas traiter sur place. Les prestations qui sont exactement les mêmes sont beaucoup moins coûteuses qu'au nord de la Méditerranée. On peut considérer que de manière systématique, les mêmes prestations qui sont données en Tunisie reviennent 30 à 40% moins chères
qu'en Europe en général. Le représentant de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a encouragé cette initiative qui permet de renforcer la coopération sud-sud et d'améliorer la pratique de nos médecins. Notre pays, qui se veut être le hub sanitaire de notre région, puisse n'est-ce pas, disposer de véritables cliniques et réduire ainsi aussi les évacuations qui sont faites vers ces pays-là. Cette 3e édition des Journées tuniso-ivoiriennes a enregistré des expositions et des rencontres avec l'Ordre des médecins et pharmaciens et avec l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire. Depuis 48 heures, les musulmans jeûnent. Pendant cette période qui va durer 1 mois, tous les musulmans en bonne santé doivent donc jeûner. Mais comment réussir son jeûne? Ami Sissoko a fait des recherches qui se résument en 6 points. Le jeûne est une obligation pour tout musulman majeur en bonne santé et qui jouit de toutes ses facultés mentales. La femme en état de menstruer ne jeûne pas. Il appartient à la femme enceinte et à celle qui allait de ne pas jeûner. Le jeûne n'est pas obligatoire pour le voyageur et les personnes âgées. Le jeûne ne peut être valable sans l'intention et l'abstinence, 2 règles fondamentales. L'intention doit être formulée chaque nuit ou une seule fois pour tout le mois, la nuit de la veille du Ramadan. Jeûner consiste à s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles. Cette abstinence s'étend de l'aube au coucher du soleil. Il est recommandé de rompre le jeûne avant la prière du Maghrib avec des dattes ou de l'eau et d'invoquer Dieu au moment de la rupture. La prise du repas de 4 heures du matin a aussi beaucoup de mérite, ainsi que la prière de Tarawi en groupe. Les actes qui sont tolérés pendant le Ramadan sont entre autres manger ou boire par oubli, par erreur ou par contrainte, le vomissement involontaire, l'utilisation de la pâte dentifrice, les injections intramusculaires ou intraveineuses qui ne jouent pas le rôle d'aliment. Se parfumer ou avaler sa salive n'empêche pas le jeûne. L'arrivée d'un liquide dans l'estomac par la bouche, le nez, l'oreille annule le jeûne, y compris les lavements et les vomissements provoqués. L'intention de rompre le jeûne, même sans manger ni boire, invalide le jeûne. Le mois de Ramadan a plus de mérite que tous les autres mois. Il est donc recommandé de multiplier prières, zikr, lecture coranique et les actes de bienfaisance. Autre actualité maintenant, pour créer des emplois décents, il faut une bonne connaissance du marché du travail, ce qui nécessite la mise en place d'un outil de prévision des indicateurs du marché du travail. C'est d'ailleurs le but de cet atelier de formation initié par le ministère de l'Économie et des Finances, nous dit Justine Sey-Djiki. Une bonne analyse du marché du travail permet d'orienter les réformes et de favoriser la création d'emplois. C'est dans cette optique que la Direction générale de l'économie, avec l'appui du Bureau international du travail, s'attelle à mettre en place un outil de prévision des indicateurs du marché du travail. La prédominance de l'emploi informel et des bases statistiques qui ne sont pas exhaustives, nous pourrons dire même non suffisantes, n'autorisent pas des politiques du marché du travail appropriées. Face à cette situation, le ministère de l'Économie et des Finances, à travers la Direction générale de l'économie, s'est approché du BIT pour aider à lever ce handicap et permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'outils modernes d'appréciation du marché du travail. Nous travaillons avec la Direction générale de l'économie qui est en charge de tout ce qui concerne les prévisions économiques au niveau du pays, pour que les questions du travail, de manière plus globale, les questions du travail décent, qui intègrent les questions d'emploi, de protection sociale, mais aussi de dialogue social, en termes d'indicateurs, en termes de statistiques, puissent être reflétées non seulement dans le plan de développement national du pays, mais aussi dans les prévisions économiques et statistiques. Cet atelier de 3 jours, à l'intention du personnel de la Direction générale de l'économie, a donc pour but de renforcer la capacité des agents en termes d'analyse et d'interprétation des informations sur le marché du travail.
Il y a eu un forum sur la sécurité au travail. En fait, certains travailleurs sont souvent victimes d'accidents dans l'exercice de leurs fonctions. Il était important d'initier un forum pour trouver une solution à cette situation. Commentaire Abou Sanogo. Inculquer la culture de la prévention durable aux professionnels, aux chefs d'entreprise et pouvoirs publics en vue de promouvoir la réglementation en vigueur. Ce sont les enjeux de ce forum sur la santé et la sécurité au travail. L'application des lois sur la santé et la sécurité aux professionnels entend minimiser les risques et apporter des solutions techniques de protection des personnes et des biens. Nous avons organisé ce forum pour amener tous les professionnels de santé au travail à venir réfléchir sur la thématique de la maîtrise des risques dans le vocable d'un développement durable. Toutes les activités humaines comportent des risques et il est important d'évaluer exactement ces risques-là afin d'asseoir une stratégie de prévention pour le bonheur des travailleurs et éviter que ces travailleurs-là ne soient malades du fait du travail. À travers des panels et conférences autour du thème, la maîtrise des risques pour une prévention durable. Les recommandations issues de cette première édition seront soumises au pouvoir public. L'accident du travail, de façon générale, ce qu'il faut dire, c'est que ça fait partie du quotidien des travailleurs. Partout où il y a des hommes qui sont donc en situation de travail, il faut s'attendre que ces accidents surviennent, surtout lorsque certaines dispositions ne sont pas prises. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous pensons que la gestion des risques professionnels devait faire partie intégrante des politiques publiques, les politiques mises en place dans les administrations publiques. Les accidents de circulation, les incendies, la cybercriminalité, les accidents de travail sont souvent les risques auxquels font face les travailleurs dans l'exercice du métier. La lutte contre le trafic de drogue s'intensifie dans le Bassa-Sandra. La cellule antidrogue de la gendarmerie de San Pedro vient de saisir 30 kg de cannabis à Yabayo, dans le département de Soubré. Des individus ont été interpellés. Sam Kona, notre correspondant sur place. Les hommes du général Nicolas Kouakou mènent la vie dure aux criminels et autres trafiquants de drogue dans le Bassa-Sandra depuis un certain temps. Après Grand Bérébi le mois dernier, les éléments de la cellule antidrogue de la 5e Légion territoriale de gendarmerie de San Pedro viennent de mettre fin aux activités d'un cartel de la drogue. Même si le baron a pu s'échapper, abandonnant son véhicule estampillé, Dieu seul est mon témoin. En effet, dans la première semaine du mois de mai, plusieurs opérations ont été simultanément menées dans les localités de Soubré et Yabayo. Opérations qui ont permis de mettre la main sur 30 kg de cannabis et 8 personnes, dont 2 dealers. On était en train de faire des déchargement, on allait mettre ça dans la voiture verte là. En même temps, les chefs ont apparu sur nous. Donc moi, j'étais en train de faire un déchargement, ma tête était baissée et lui, il a pris la fuite. C'était dans un châssis. Donc lui, il a pris la fuite, les chefs m'ont pris pour venir avec moi. Le principal fumoir a été détruit et incendié par les éléments de la cellule antidrogue dirigée par le capitaine Dessambi qui compte poursuivre la lutte contre la drogue dans le Bassa-Sandra. Ici à Abidjan, une trentaine de baraques parties en fumée au quartier Colombie, aux deux plateaux. L'incendie s'est signalé hier vers 19h. Les sapeurs-pompiers ont réussi à circonscrire le feu. On n'enregistre aucune perte en vie humaine. Film et commentaires, Ouattara Amadou Walter. Colombie, un sous-secteur du quartier de Plateau, est souvent en proie aux incendies. Ce mercredi encore, plusieurs baraques sont parties en fumée. Selon les victimes, un court-circuit serait à la base de ce feu. Chaque fois derrière ma fenêtre, les filles de courant la prennent feu et je crie, personne ne me regarde. Aujourd'hui, à ma grande surprise, je ne savais même pas même. C'est les voisins qui criaient, il y a feu. Je rentre dans ma maison, je ne peux pas. J'étais à la boutique et puis un coup, j'ai entendu cri. Courant a pris feu, courant a pris feu. Donc le temps de quitter à la boutique arrivé chez moi, déjà le feu était déjà arrivé. Il n'a pas pu sauver quelque chose. Avant un bilan plus complet, on n'enregistre aucune perte en vie humaine. Les sapeurs-pompiers invitent les populations à éviter les branchements anarchiques et à adopter de bonnes mesures de prévention. On a pratiquement une trentaine de baraques qui sont parties en feu. Ce qui est important de faire savoir à la population, c'est mettre tout en œuvre
pour avoir les bonnes mesures de prévention, tant dans l'installation électrique et toute autre action même dans les cuisines au niveau du gaz. Et aussi avoir un extincteur chez soi pour pouvoir éteindre un départ de feu. Les sapeurs-pompiers des groupements de l'Indénié et de Zone 4 ont collaboré afin de maîtriser les flammes et ramener la quiétude à Colombie aux alentours de 22 h. Hors de nos frontières, ce jeudi 17 mai, quelques 4,8 millions d'électeurs burundais votent pour modifier la Constitution qui doit permettre au président de se représenter jusqu'en 2034. Pierre Nkurunziza a voté sereinement avec son épouse Denise, conformément aux consignes du parti au pouvoir. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent une dérive autoritaire et un climat de peur dans le pays. Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Hervé Blé. À la réalisation, Mariette Alangba. On se retrouve à 20h avec votre rendez-vous de tous les jeudis, le dossier politique. Merci de votre fidélité.